un camion qui s'est renversé, enfin une remorque qui s'est renversée avec la cargaison des murs. Oh. Et finalement, ça s'est transformé en gestion de crise. Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur? Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un invité dans le podcast. C'est le premier de l'année 2025, donc c'est un podcast avec un invité. Je voulais vous faire ce cadeau avec Vincent Grunewald, qui est architecte paysagiste et qui a une manière particulière de voir le jardin qui va être très très intéressante et j'espère pour vous très inspirante. Salut Vincent, sois le bienvenu dans le podcast. Salut Joël, merci de ton invitation. Ben, merci à toi d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Dans un premier temps, alors est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Vincent Grunewald, je suis architecte paysagiste. Je travaille aujourd'hui à Mâcon et j'ai participé en fin 2023, décembre 2023, au Carré des Jardiniers pour lequel j'étais finaliste et exposant du coup lors du salon Paysalia. Cool, ça c'est une belle aventure. On va en parler tout à l'heure de cette aventure-là. On a envie de savoir. Tu disais que tu es architecte paysagiste, donc qu'est-ce qu'un architecte paysagiste par rapport à un paysagiste ou un concepteur paysagiste? Je dirais que c'est une pièce angulaire d'un long puzzle de 500 pièces dont, on va dire, les artisans, quels qu'ils soient, font partie. Et c'est pas une pièce plus importante, c'est juste une pièce qui, à mon sens, si elle manque au puzzle, on a un puzzle qui est incomplet. En gros, sur un projet paysage, on a un client au départ qui a une demande. Et cette demande, elle peut être traitée assez simplement et souvent de manière tout à fait compétente par un paysagiste. Et puis, il y a des fois des demandes qui sont plus particulières, plus compliquées, peut-être qui nécessitent des temps de réflexion qui sont un peu plus longs, ou des temps d'accompagnement aussi qui sont plus longs, parce que le client ne sait pas toujours tout ce qui, enfin, c'est pas forcément ce qu'il veut au départ. Et dans ce cas-là, l'architecte paysagiste, il intervient pour assister le client dans sa réflexion, trouver des idées, ça peut être un des points, travailler le budget, ça peut être un deuxième point, chercher des procédés techniques, esthétiques différents. Ça peut être aussi déléguer une partie du travail parce qu'il n'a pas envie de s'occuper de cette gestion administrative de son projet. Mm. Et des fois, ça peut être simplement parce qu'il n'est pas sur place et qu'il a besoin d'un relais, quelqu'un qui va lui synthétiser l'ensemble des informations parce que plus le projet il est gros, plus le projet il peut être compliqué dans la charge d'informations qu'il faut gérer. Et dans ce cas-là, il a besoin d'un relais. Et donc, il ne vient pas en remplacement d'un paysagiste, il vient plutôt en complément. Et c'est peut-être le point sur lequel on pourra insister par la suite, c'est de voir à quel point paysagiste et architecte paysagiste, pour moi, sont vraiment deux pièces qui doivent travailler de pair et qui, justement, contribuent finalement à la réussite des projets paysagers. Ok, ouais. Donc toi, en fait, si je comprends bien, on a le paysagiste qui intervient sur le terrain, et toi qui fais le lien, donc qui fait à la fois la proposition pour le client et pour l'aménagement complet, et ensuite tu vas créer le lien entre le paysagiste exécutant et le client donneur d'ordre. Ouais, alors paysagiste exécutant, exécutant, mais pas que. Parce que moi, je mets vraiment un point d'ordre à ce que le paysagiste et l'ensemble des artisans avec lesquels je travaille, je les prends pas que pour leur côté exécutant. Je les prends aussi pour leur connaissance du métier, pour leur connaissance peut-être d'autres techniques que moi, je ne suis pas forcément en maîtrise. Moi, je reste un bureau d'études. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de centraliser une demande, de faire en sorte que le projet il avance dans le bon sens, de trouver les artisans, les intervenants qui vont vouloir travailler de pair et faire en sorte qu'ensemble, on contribue à la réussite du projet. Et pour ça, j'ai besoin en fait de toutes les bonnes forces. J'ai besoin d'un paysagiste qui sera voilà, force de proposition, qui va me dire assez, et ça c'est à moi de le consulter suffisamment tôt, de dire là, c'est pas mal ton truc, je commence à comprendre ce que tu veux faire, mais par contre, est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça aussi? Et à deux, on va travailler et on va trouver la solution. Mais ce que je vais faire avec le paysagiste, je vais le faire aussi avec le ferronnier, je vais le faire aussi avec le terrassier, je vais le faire aussi avec le maçon, je vais le faire aussi avec tous les corps de métier qui vont intervenir sur le projet. Donc, plus le projet est compliqué, plus il y a de discussions à mener, plus il y a aussi d'informations à redistribuer pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance et que ensemble, justement, on évite les petits accros qui arrivent
de toute façon en chantier, mais de démolir en gros le travail de l'un par le travail de l'autre. Ouais, c'est excellent. Donc, dans ton approche, tu es vraiment à l'écoute de ceux qui sont sur le terrain pour que toi aussi, tu puisses bénéficier du coup, de l'expérience qu'ils ont, de la pratique du terrain pour. Exactement, je donne vraiment cette image de l'orchestre. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux faire avoir une belle harmonie dans la réalisation d'une symphonie, eh ben, il te faut certes des musiciens qui savent jouer chacun de leur instrument, mais il faut aussi un chef d'orchestre qui fait jouer tout le monde ensemble. Et c'est un petit peu le rôle de l'architecte paysagiste, c'est que un architecte paysagiste, il n'a pas forcément besoin, alors c'est mieux, hein, il doit connaître la musique, il doit connaître un petit peu le fonctionnement des instruments, les spécificités de chacun, mais il sera jamais aussi bon qu'un paysagiste qui est installé à son compte, qu'un maçon, qu'un terrassier, qu'un électricien, qu'un plombier, etc. Donc le rôle, c'est vraiment de jouer ensemble et de faire en sorte que la partition, elle soit la plus douce et qu'à la fin, à l'oreille, et surtout pour nous, au regard, on ait la plus belle réalisation. Ouais, excellent, mais parfait. Je suis vraiment content de d'avoir clarifié ton métier, parce que je trouve que c'est pas forcément un métier qui est très connu et ouais, qui est vraiment connu. On comprend pas forcément ce que vous faites. Et là, du coup, comme tu l'expliques, c'est parfait, parce qu'on comprend très bien ce que tu fais, comment tu interviens. Et on pourrait avoir des paysagistes qui, justement, rechignent un peu à travailler avec des architectes paysagistes en disant, ouais, ils vont me taper dessus, je fais pas ce que je veux et tout ça. Mais là, tu as bien su nous expliquer que c'était dans le partage et dans l'échange, et c'est excellent. Merci Alors, beaucoup. à juste titre, hein, je dois le Ouais. dire que les paysagistes ou architectes paysagistes, pendant longtemps, ont eu mauvaise presse parce qu'ils avaient des attitudes qui n'étaient pas toujours très respectueuses sur le chantier et parce qu'ils avaient cette tendance justement à reléguer les spécialistes et les artisans un peu au rang d'exécutants. Mm. Mais je crois qu'il faut vraiment, c'est plus une histoire de personnes, c'est-à-dire qu'il faut les travailler ensemble et se dire en fait comment ensemble on peut faire grandir le projet. Et je Mm. crois que le travail collaboratif et à plusieurs, il a toujours permis justement de faire grandir les projets. Donc, Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, hein. exactement. On est bien supérieur à l'intelligence individuelle. Donc, c'est bien que voilà, tu utilises cette synergie. Euh, Tu nous as parlé du carré des jardiniers. Donc, t'as participé au carré des jardiniers. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast ou qui nous voient en vidéo sur YouTube, qui ils sont passés à Paysalia, qui ont vu le carré des jardiniers et tout ça. Il y en a d'autres qui connaissent pas. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce qu'est ce concours du carré des jardiniers? Alors, le concours du Carré des Jardiniers, c'est un concours de jardin, mais alors d'architecture, puisqu'il y a une conception au départ, mais aussi de réalisation, qui se déroule tous les 2 ans au Salon Paysalia, qui est le salon interprofessionnel de la filière paysage, et qui, sur une thématique, expose 4 jardins, qui doivent être, donc il y a une phase de sélection pendant un an, et à la fin, il y a 4 jardins qui sont réalisés, et un jury qui passe pour juger de la réalisation. Donc c'est un concours qui est, je dirais, emblématique pour la profession parce que la thématique, elle est toujours assez pointue, elle est quand même en phase avec des problèmes enfin, du moins sociétaux. Et on a un super jury d'une quinzaine de professionnels qui sont des professionnels de la filière paysage, mais pas que. Aussi, on a des artistes, des chefs cuisiniers, photographes et qui viennent juger la réalisation qui est faite et qui doit être défendue du coup par la personne qui présente son projet et par le candidat et du coup qui vient voilà on a ces 4 projets qui se font face autour d'une même thématique et dont aussi les visiteurs peuvent venir explorer, parcourir, faire prendre leur propre impression justement de ces jardins. Ouais, c'est cool. En tout cas, enfin, ça fait, je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait beaucoup. C'est vrai que c'est très inspirant. Ça donne envie de créer, quoi. Voilà, clairement, d'aller chercher des choses particulières, des matériaux particuliers. Et Ça, ce but, voilà, de vraiment essayer d'aller repousser, c'est une forme un peu de laboratoire pour la profession. C'est-à-dire comment on ouais. repousse un peu les codes, comment on réinterprète certaines thématiques Mm. pour essayer de faire initier des nouvelles pratiques et donc un peu ce laboratoire pour l'ensemble des paysagistes qui viennent voir le salon. Ouais, c'est top, c'est top. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à concourir à ce carré des jardiniers? Ah, je dirais que c'est le. Alors, moi, je l'ai toujours, depuis qu'il existe, le salon, je crois que j'ai pas loupé une édition. Il y avait toujours eu ces jardins et je l'avais dans un coin de tête. J'avais commencé en 2017 et en 2019, j'avais travaillé les deux thématiques, mais sans jamais oser envoyer un dossier de candidature parce que
pas le temps, pas la bonne équipe, pas la bonne idée aussi pour le projet, en tout cas pas convaincu. Et en 2022, quand a été publiée du coup la nouvelle thématique, c'était donc le jardin, en gros la place qui interrogeait la place du jardin au sein de la ville Mm. et comment les parcs et jardins participent à mieux vivre la ville. Là, je me suis dit, ça c'est une thématique pour toi. C'est quelque chose qui faisait écho à pas mal de lectures que j'avais sur le moment. Euh, je crois qu'on parle, à ce moment-là, en tout cas, on parlait vraiment de plus en plus du retour de la nature en ville. Il y avait cet effet post-Covid. Et donc, je me suis dit, bah tiens, ça, c'est vraiment une thématique qui te parle. Je venais juste de délocaliser mon entreprise du sud de la France en Bourgogne. Donc, j'avais du temps puisque j'avais pas de clients. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de te lancer puisque maintenant, il n'y a plus d'excuses de temps. Il faut peut-être essayer et envoyer ta candidature. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Ouais, c'est excellent. Et du coup, comment donc, t'as fait le grand saut, t'es parti à concourir, t'avais bien travaillé un petit peu des trucs à droite à gauche. Dans ce que t'as voulu créer, c'était quoi l'approche qui t'a vraiment, ce que t'as voulu partager en fait avec les visiteurs du coup? Bah, vraiment, la porte d'entrée, c'était. Moi, je suis pas un citadin dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai jamais habité en ville. Je peux pas dire que je pourrais habiter en ville. Enfin, je pense pas que ce soit un milieu qui m'appelle plus que ça. Mais par contre, j'aime beaucoup me déplacer en ville. J'aime Souvent, je vais d'ailleurs dans les parcs et jardins parce que pour moi, c'est des vrais havres de paix et je vais me ressourcer à ces endroits-là. Et c'est vrai je me souviens en fin 2022, je vais à Lyon et je suis happé en fait déjà par la beauté du parc de la Tête d'Or, mais en même temps quand tu sors du parc de la Tête d'Or par les boulevards qui arrivent, le bruit qui revient, et je me suis dit mais ces gens qui habitent ici, comment est-ce qu'ils peuvent se soustraire finalement de ces bruits de la ville qui sont permanents? Et je me suis dit, dans une ville qui est tout le temps en expansion, le parc de la Tête d'Or, c'est plusieurs hectares. On ne peut pas recréer des parcs comme ça, comme on en faisait au 19e. Aujourd'hui, dans une ville existante, c'est plus possible. Les mètres carrés sont trop comptés, trop précieux. Donc ça paraît compliqué. Et du coup, je me suis dit, mais comment on peut finalement offrir des offres de verdure de petite taille, parce qu'on n'aura pas le choix que d'avoir des petites surfaces, et où on peut mettre justement les usagers de la ville finalement dans une bulle acoustique qui leur permettrait de se soustraire finalement de ces bruits de la ville et de faire en sorte qu'ils deviennent secondaires. Et en poussant la réflexion, je me suis dit, mais si on pousse les bruits de la ville de manière secondaire, on réentend quoi? Et là, je me suis dit, mais finalement, notre lien à la nature qu'on a perdu, ce serait aussi de pouvoir réentendre du coup les bruits de la nature. Donc c'était cette espèce de jeu en fait entre la nuisance et justement les sons positifs qui sont émis par la nature et pour lesquels on a perdu ce lien, comment on peut recréer ce lien-là? Donc c'était vraiment voilà, la porte d'entrée de la réflexion du projet. Ok. Et pour avoir visité ton jardin, j'ai fait plusieurs tours hein, dans ton jardin. Euh, T'as utilisé des matériaux particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce serait sympa de faire un petit focus dessus parce que il y a eu ce côté créatif là, sur les matériaux qui était très très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as utilisé et d'où ça t'est venu cette idée-là et d'où tu t'es inspiré de ça? Avec plaisir. Alors c'est vrai que quand on parle en fait du projet lambda, je dis bon bah, c'est bien, on veut faire un jardin dans lequel on crée une bulle acoustique, etc. Mais la deuxième réflexion, et c'est ça que j'essayais en tout cas d'initier au niveau de mon activité, c'était d'avoir des jardins paysagers qui soient un peu moins consommateurs en carbone, puisqu'on est censé en tant que paysagiste ou architecte paysagiste, en tout cas quand on travaille pour la filière paysage, on est un peu des défenseurs du vivant. Normalement, ça devrait être finalement un peu ce qu'on porte dans notre activité au quotidien. Ouais. Et je me disais finalement, on consomme de plus en plus de matériaux et souvent des matériaux de moindre qualité. On consomme de plus en plus de matériaux qui sont des matériaux standardisés et on perd de plus en plus, je trouve, au niveau de la filière paysage, cette capacité de faire et de créer. Et je m'étais dit, bah, du coup, comment on pourrait faire un jardin qui soit dans des lignes contemporaines ou en tout cas actuelles, à partir de matériaux qu'on a déjà. Donc est venue finalement cette notion du réemploi de matériaux, comment on peut reconstruire des parcs jardins à partir de matériaux qui existent déjà. Et donc il y a eu tout ce travail de recherche autour des matériaux, de dire bah, le bois, ça se transforme, la pierre, ça se transforme, le béton, éventuellement, ça se transforme. Et quand on doit construire, est-ce qu'on ne peut pas construire avec des matériaux qui sont moins carbonés, voire éventuellement peut-être recyclables, plus qu'avec des matériaux parpaings, ciment, qui ont aujourd'hui des impacts carbone qui sont assez élevés.
Et donc voilà, ça a été le cheminement un petit peu. Donc on a travaillé beaucoup avec nos fournisseurs, du coup, de voir ce qui était possible, mais des fournisseurs qui sont des fournisseurs de matières brutes. Donc pour le bois, on va avoir une scierie. Pour le sol, on va regarder avec des matériaux qui existent déjà et voir comment on peut en transformer. Et donc, du coup, voilà, il y a eu donc, des barrières qui ont été faites à partir de foudres, des gros foudres de vin que j'ai scié avec une scierie locale. On a fait des essais, on a fait des prototypes. L'équipe a validé en disant, bah, ouais, ça c'est pas mal, mais est-ce qu'on peut pas mettre la lame dans l'autre sens ou alors la lame plus haute? On a fait comme ça plusieurs allers-retours pour finalement réussir à présenter l'ensemble des éléments pour le carré des jardiniers, pour le concours. Et pour le bois, en fait, la structure bois, on n'avait pas trop de solutions finalement pour créer cette structure qui faisait 6 mètres de haut, 4 mètres de large, donc très très imposante. Et finalement, c'est avec la médiatisation du concours qu'on a un partenaire Moduland qui est venu nous voir et qui nous a dit, mais nous, le bois, on connaît, puisque notre cœur de métier, c'est de construire justement des équipements en bois pour les paysagistes. Et votre structure, on est capable de la faire. Et donc, en travaillant justement avec le directeur de l'usine, je leur ai dit, mais vous êtes capable de la faire, vous l'ont modélisé, c'était super, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la faire à partir de matériaux qui ont aujourd'hui plus trop de valeur? Et donc, du coup, ils nous ont dit, nous, on peut garder toutes les chutes de 2 mètres ou de plus de 2 mètres. On les met de côté pendant plusieurs mois. Et à partir de ça, on va faire un lamellé-collé. Et c'est dans ce lamellé-collé-là qu'on fera les éléments pour la structure bois. Et donc, ça, c'était super parce qu'encore une fois, on retrouve ce côté co-construction. Chacun vient, amène sa pierre à l'édifice et ensemble, on construit quelque chose qui est plus vertueux que si je l'avais fait tout seul. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est bien qu'il y ait des entreprises qui jouent ce jeu-là aussi. Et je pense que c'est aussi tout à leur honneur, et c'est peut-être, après on en reparlera peut-être, mais dans l'évolution du métier et dans les avancées qu'on va avoir, ça va être intéressant aussi de voir qu'à un moment, toute cette partie de réemploi, de recyclage, euh, va prendre le pas. Enfin, à mon sens, on part sur quelque chose qui est intéressant. Et le fait que tu aies travaillé là-dessus et que tu aies pu montrer que c'était possible et qu'on pouvait faire des choses avec ça, ça éveille en tout cas, ça vient peut-être chatouiller le cerveau et de dire, ah, peut-être que dans mes jardins, je pourrais peut-être essayer de voir si je peux pas réemployer ça ou ça, juste sans Comme tout tu dis, refaire, mais dans mes juste. jardins, mais des fois même sur mon dépôt. C'est-à-dire Ouais. moi, je me suis associé pour le concours avec Cheval Paysage, finalement, qui est un des gros acteurs aujourd'hui de la filière paysage. Parce que, j'avais pas d'équipe. Moi, je travaille tout seul dans mon activité. Donc, j'avais besoin, finalement, d'un soutien aussi humain, un soutien aussi financier, parce que c'est un concours qui coûte assez cher. Et donc, il nous fallait un soutien financier. Et on a travaillé vraiment ensemble. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne me suis pas mis dans le rôle du décideur et eux dans le rôle des exécutants, mais on a fait un portage du projet à deux. Et ça a permis aussi d'aller voir directement eux sur leur siège, sur leurs différentes agences, de dire mais qu'est-ce qui aujourd'hui est stocké sur place et qu'on pourrait éventuellement réutiliser. Et Mhm. c'est ça qui est intéressant dans le projet de conception, c'est-à-dire qu'on part plus forcément d'une idée et puis après on regarde quels sont les produits qui pourraient convenir. On part plutôt du produit et on regarde finalement à partir de ce produit-là comment on peut transformer, détourner un usage initial pour Mhm. essayer de le faire coller à l'idée. Et ça, du coup, c'est hyper gratifiant parce que en fait, entre guillemets, on travaille à partir de matériaux qui ont plus d'usage. Et du coup, on associe vraiment la technique et le créatif. Et aujourd'hui, c'est quand même souvent des compétences qui sont assez dissociées dans la profession. On met les concepteurs qui sont des théoriciens plutôt d'un côté, et après, on met la technique de côté au moment de la réalisation. Et c'est dommage, en fait, de ne pas avoir ces deux hémisphères du cerveau qui travaillent en même temps. Ouais. Et ta méthode, là, pendant que tu étais en train de le dire, ça me fait penser, tu sais, au chef cuisinier, quoi. Hum, Où ils vont prendre des produits qui leur plaisent, des produits bruts, voilà, des légumes oubliés, des choses qu'ils ont découvert en voyage, peu importe. Ils vont partir de là et ils vont créer une recette autour de ça avec ce qu'ils connaissent déjà. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que quand tu vas dans ce genre de restaurant, ben, il y en a pas un qui se ressemble à un autre. Et puis que tu découvres, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois, d'aller dans des restaurants comme ça où je voyais le menu, où je voyais la carte. Je dis non, mais ça, j'aime pas en fait. Légumes là, enfin, des trucs au chou-fleur, tu vois, mais c'est vraiment pas mon délire. Et je disais, mais non, mais ça va pas être bon en fait. Et puis je dis, bah, je tente le coup, quoi, on verra ce que ça donne. Et puis tu dis, waouh, mais ils ont pris un truc de base que tu t'aimes pas, tu vois, de base, c'est les produits de cantine, tu vois. Et je dis, mais ils ont pris ça et c'était super bon en fait. Et ça me fait penser un peu à cette démarche-là, tu vois,
du produit Je crois brut. que les paysagistes peuvent faire la même chose, hein. Aujourd'hui, on fait beaucoup de plats cuisinés au niveau des jardins et je pense que la plupart des paysagistes ont la capacité de faire des grands plats. Mm. Et à nous de retrouver ce travail de l'outil, d'aller remettre de l'outil, ce travail de la matière, entre guillemets, pour en fait, faire des essais. Il y a des fois, ça sera concluant, des fois, ça sera des échecs, c'est pas grave. Je crois que les grands plats signatures des grands chefs ne sont pas écrits en une soirée. Mm. Mais c'est plutôt d'être dans cette démarche, finalement, de dire j'essaie de m'améliorer, je vois ce qu'il fait le voisin, mais ça ne m'intéresse pas tant de copier ce qu'il fait. Peut-être aussi à partir de matériaux locaux. Aujourd'hui, on voit des jardins qui sont faits en Bretagne qui sont les mêmes que les jardins qui sont faits dans le sud de la France. Ben, moi, ça m'interroge un petit peu parce qu'on n'a pas la même flore, on n'a pas la même végétation, on n'a pas les mêmes matières, on n'a pas la même pierre, on n'a pas le même bois. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se retrouve avec cette standardisation du jardin? Alors qu'on a des matières qui sont propres à chaque territoire et on devrait aussi avoir du coup, des techniques qui sont propres à chaque territoire. Ouais, tout à fait, ouais. Je suis d'accord avec toi. Avec la notion en plus qui, je pense, qu'il faut prendre en compte, c'est aussi ce changement climatique qui fait que sur certains végétaux, on va avoir des temps, il va quand même y avoir certains végétaux qu'on ne trouvait pas avant, notamment au nord de Loire, hein, qui commencent à arriver avec les végétaux et les maladies qui vont avec. Mais enfin, bon, c'est une autre histoire. Mais on commence à retrouver des végétaux au nord de Loire qui étaient plus au sud. Et de la même manière, on commence à retrouver des végétaux au sud qui sont plus d'Italie ou d'Espagne et qui commencent à grappiller tout simplement parce qu'il y a ce réchauffement-là aussi. Et, euh, et d'avoir si dans l'idée, à mon sens, en tout cas pour quelqu'un qui est créatif, de prendre cette contrainte, entre guillemets, qui peut être aussi une opportunité, plus ce qui existe déjà sur place. Quand tu dis des matériaux, les bois qui sont déjà existants sur place, les pierres locales, etc., et de faire ce mix-là, peut créer justement des choses totalement inédites. Et avec la sensibilité de chacun, ça donne une touche à chacun, quoi, clairement. Exactement, exactement. Et tu associes ça à de la diversité, parce qu'aujourd'hui, on plante encore trop souvent en monospécifique. On a cette image, alors en ville, c'est le double alignement d'arbres ou quadruple alignement d'arbres, où on a la même essence qui est généralisée tout le long de la voie. Alors ça fait des super photos, mais par contre, ça fait des aménagements paysagers qui sont très vulnérables Mm. et qui, à la moindre maladie, excès d'eau, manque d'eau, finalement dépérissent assez vite. Ouais, Et ouais. dans les jardins, on pourrait faire la même chose. Aujourd'hui, les jardins de particuliers, on va retrouver des haies de... Alors, hier, c'était le Leyland, c'était le Thuya, c'était des monospécifiques avec ces essences-là. Aujourd'hui, on retrouve le Fautignal et les Agnus en monospécifiques. Donc, en fait, on a changé l'essence, mais on a gardé la pratique et la mauvaise pratique. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut remettre, et c'est peut-être une des portes d'entrée pour le faire du jardin vivant et du jardin résilient, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité à encaisser les coups et qui de temps en temps, il y en a un qui va dépérir, l'autre va rebondir, Mm. mais il faut remettre de la diversité. Parce que quand on met de la diversité, on encaisse plus facilement les coups et on fait aussi un peu plus confiance dans le végétal et dans sa capacité justement à s'adapter. Ouais, tout à fait. Et sur les monos spécifiques, enfin, moi, ça fait longtemps que je suis dans le métier. C'est vrai qu'à l'époque, c'était, tu l'as dit, c'était les tuyas. Après, ils ont tous pris le feu bactérien. Après, on a mis du cyprès. Maintenant, ils commencent, enfin, des Leyland. Maintenant, ils commencent tous à prendre les trucs. Et nous, en plus, je veux dire, moi, je suis de Toulouse, Toulouse-Montauban, et on a le canal du Midi qui est vraiment pas loin. Et on a les problèmes avec Le les platane. platanes qui sont en train de dépérir, qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'on est en train de perdre. Et même en sachant ça, bah, voilà, est-ce qu'on peut s'interroger de dire, bah ouais, la bêtise a été faite, est-ce que nous, on peut pas faire un peu mieux que ça, quoi? Est-ce qu'on est obligé de la reproduire en vrai? Et je dirais même en tant que professionnel, qu'on soit architecte ou qu'on soit paysagiste, on est aux yeux du client, quel qu'il soit, maîtrise d'ouvrage ou privé ou public, on est sachant. Ouais, C'est-à-dire qu'on dans la prestation qu'on vient nous demander, qui peut être j'en sais rien, une terrasse en pavé en bois, de la plantation ou autre, on nous demande du conseil. mm, Et notre rôle premier en tant que professionnel, c'est de conseiller le client. oui, Si le niveau de conseil qu'on lui apporte est quasiment égal au niveau de connaissance du client, pour moi, il y a un problème. Parce que finalement, c'est-à-dire que dans la prestation qu'on apporte, en fait, il y a très peu de plus-value. On nous prend, entre guillemets, le paysagiste ou le professionnel qui fait ça, finalement, devient un simple exécutant. ouais, Et moi, je crois beaucoup en fait au terme de technico-conseiller, en gros, c'est-à-dire qu'il y a technique dedans, parce qu'on doit amener une réponse qui est construite et produite à partir de la connaissance du site, d'un bagage intellectuel, de savoir, d'expérience d'entreprise.
mais aussi conseil, parce que finalement, on doit conseiller le client dans ce qui est le plus pertinent pour lui, Oui, pour son chez lui, pour ce cas précis. oui. Et du coup, voilà, moi, je trouve que trop souvent, on a cette perte finalement au niveau du conseil. Et donc, du coup, on a des projets, bah, 10 fois qui sont complètement à côté de la plaque. C'est ça. Et en plus, ce qui se passe, parce que on parle du côté créatif, végétal, matériaux et tout ça, mais en plus, moi, je vais ramener du business là-dedans. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu as un paysagiste qui laisse, entre guillemets, la main au client dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'ai vu ça sur Internet, j'ai vu ça, machin, et que le paysagiste dit, oui, 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 et que le client fait appel à trois paysagistes différents en manière de comparer, le point de comparaison entre les trois en vient être le prix et plus la proposition. Et du coup, ben, toutes les entreprises, en fait, enfin, les entreprises qui pratiquent de cette manière-là, se retrouvent avec une entreprise qui est tirée vers le bas parce que ils sont toujours trop chers, en fait, puisque le client compare toujours au prix, puisqu'il n'y a que ça à comparer. Donc, du coup, ils sont toujours trop chers et ils n'arrivent pas à valoriser ce qu'ils sont en capacité de faire. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, je pense que tous les paysagistes sont capables de faire, enfin une grande majorité en tout cas, sont capables de créer quelque chose de différent. Si ce cap est passé de dire ouais, je suis capable de créer différent, et même si au client, peut-être que ça lui coûtera un peu plus cher, mais j'ai tellement de valeur à amener, tellement de propositions à amener que les autres ne feront pas, que ben en fait c'est valable pour l'environnement, le client, sa vie au quotidien, et puis pour le business aussi. C'est vraiment, ça tire vraiment tout vers le haut, quoi. Bah, pour aller dans ton sens, les derniers rendez-vous que j'ai faits avec des clients particuliers sont des rendez-vous où j'avais des paysagistes qui étaient intervenus avant moi. Donc, en théorie, c'est des clients que j'aurais jamais dû rencontrer, puisque Ouais. finalement, ils avaient a priori une demande qui était claire, ou en tout cas identifiée, et ils avaient fait appel à un professionnel pour le mettre en œuvre. Et finalement, sur les 3 derniers rendez-vous, 3 ou peut-être même les 4 derniers, des clients qui étaient encore plus dans le doute après avoir rencontré les professionnels, qui pour certains sont allés jusqu'à la production d'un devis, mais de toute façon, un client qui est de toute façon pas prêt à s'engager parce que en fait, il n'a pas été écouté, il a mal été conseillé, et du coup, il est encore plus dans le flou qu'avant. Et finalement, moi, mon rôle à ce moment-là, il intervient de manière très très courte, juste avant les paysagistes, pour dire, bah, en fait, je vais vous aider à clarifier la demande. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut pas creuser un peu plus dans ce sens-là? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vraiment besoin de ça? Et quand vous me dites que c'est ça, est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, on va travailler ça. L'idée, c'est de produire en fait une forme de cahier des charges qui est clarifié, qu'on a re-questionné, parce que c'est pas parce qu'un client dit je veux 50 mètres carrés de terrasse qu'en réalité il veut 50 mètres carrés de terrasse. En réalité, ça se trouve, il dit 50 parce que un jour il a eu besoin de 50 mètres carrés pour mettre une grande table parce qu'il invitait des amis, et que finalement au quotidien il n'a pas besoin de 50 mètres carrés. Donc là où le devis va correspondre à poser un revêtement pour 50 mètres carrés et en restant dans un budget, ben, on pourrait peut-être être sur un matériau qui est de meilleure qualité, sur une terrasse qui est de moins de grande surface, parce qu'en fait, le besoin réel du client au quotidien, il est plutôt d'une terrasse de 25 mètres carrés. Et c'est vraiment ce travail de questionnement qu'on abordait là justement au début. Et c'est là où finalement, moi, aujourd'hui, j'interviens. C'est comment je peux aider le client et le professionnel à avoir un discours finalement où chacun parle le même langage. Mm. Je fais un peu le rôle de médiateur entre les deux pour que, un, le client voit son projet à un moment réalisé et que le paysagiste arrête de produire du devis qui de toute façon ne mènera à rien parce que le devis en fait ne répond pas à la demande du client. Donc je fais en gros ce rôle de médiateur et moi mon intérêt c'est que finalement le client passe très rapidement en phase travaux et c'est le même intérêt finalement que le paysagiste. Donc on travaille dans le même sens. Ouais. Ce qui est toujours important, et c'est ce que tu as souligné, c'est quand tu as un client qui t'appelle, qui te dit je veux réaménager mon jardin, ma terrasse, machin, c'est toujours d'aller chercher. Quel est le besoin caché derrière ça? Pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Et des fois, on va même chercher, et ça m'est arrivé plusieurs fois, d'aller chercher un besoin que le client n'avait même pas identifié lui-même. Il n'avait pas compris pourquoi il demandait ça. Et le fait de justement de ce questionnement et tout, il dit bah oui, en fait, c'est vrai. Et puis on part sur un projet qui n'était pas forcément celui du départ ou celui qu'il avait imaginé, mais qui va lui correspondent parfaitement. Et là, on amène de la valeur. Et c'est ce que je dis toujours avec les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est que si vous arrivez à faire ça, il n'y a plus de concurrence derrière. On parle même plus de Exactement. concurrence. Exactement. Et encore plus, c'est qu'on a un rôle, quand on intervient en fait chez un client, on a un œil qui est neuf.
Et le Mm. client, il en est conscient ou pas, mais il a perdu sa lucidité. Ouais. Alors, on n'échappe pas à la règle, hein, parce que c'est la même chose pour chez nous en perso. On n'échappe pas à la lucidité parce qu'en fait, notre œil il s'habitue à tout. Mm. Vous prenez j'en sais rien, n'importe quoi que vous posez dans un coin, vous allez finalement, au bout de quelques jours et de quelques semaines, vous vous habituez à voir ce truc qui est peut-être pas sa place, mais qui va traîner là pendant quelques. Et donc finalement, notre rôle en tant que professionnel, quand on intervient, qu'on découvre la propriété pour la première fois, c'est de faire bénéficier au client de ce regard neuf et juste de questionner. En fait, des fois, vous aurez des réponses qui diront, mais non, non, mais c'est comme ça parce que, et c'est très bien justifié, c'est juste qu'on n'avait pas l'information. Mais si on ne le questionne pas, on risque pas en fait de mettre le doigt finalement sur le cœur du problème, et du coup, probablement, on va louper cette opération de conseil. Et donc, du coup, la réponse qui sera apportée sera probablement pas du tout correcte. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des... Toi-même ou tes partenaires, vous utilisez ce petit outil qui s'appelle le Mosure? Est-ce que vous utilisez ça? Tu Ouais, connais? alors Tu connais? je connais, je les ai rencontrés il n'y a pas si longtemps. Je l'utilise pas moi personnellement parce que sur les projets où j'interviens, souvent je demande à ce qu'il y ait un relevé topographique qui soit fait et du coup je le fais faire par un géomètre. Mais en même temps, je vois beaucoup l'intérêt, réfléchi moi-même à titre perso pour l'avoir en complément de relevé. Des fois, il nous manque un point, il nous manque des Mm. informations ça évite de refaire intervenir un géomètre. Et je pense pour le coup que c'est un outil, parce que j'ai travaillé en entreprise de paysage avant, donc je sais ce que c'est de travailler avec des relevés qui sont pas toujours très justes ou qui sont à peine la vue aérienne. Ouais, Et clairement, moi, je pense que c'est un outil, quand il est bien utilisé, quand on s'est formé à l'utiliser, il peut être très puissant et très utile, surtout pour faire des devis qui sont justes, faire des plans qui sont un peu plus justes aussi. ouais. Donc, je Ben pense que écoute, voilà, il tu fais mérite la son prix promo à ma place, c'est d'innovation. parfait. Puisque pour ceux qui sont fidèles au podcast, c'est la première fois que ben, il y a une marque qui sponsorise le podcast, donc merci à Mosure. Et donc on en profite pour échanger autour du Mosure. Ouais, c'est vrai que ces relevés, moi je l'ai trouvé très précis. J'ai utilisé ben, tant que je faisais des plans, donc voilà, j'ai utilisé. Et cette version 2, la version Pro, elle a un avantage en plus, c'est que tu peux partir d'un plan et retrouver les points sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment, vraiment au top. Hop, c'est bon, t'es revenu. C'est bon, ouais, ouais, on a une petite coupure. Pas de souci. Donc ouais, on peut partir d'un plan et retrouver les points sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui est top. Si ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur la vidéo, je vous mettrai le lien pour vous procurer le Mosure en dessous et je vous donne le code promo pour avoir 20 euros de remise. C'est X8 Joël en majuscule. Profitez donc d'avoir le code promo de 20 euros. Peut-être tu pourras en profiter, Vincent. X8 Joël. Et vous pouvez aller après vous amuser. Vous allez gagner un temps de dingo. C'est juste au top. Si on en revient sur sur le terrain, sur sur la partie que t'as rapidement évoqué. Moi, c'est un coin que j'aime bien creuser parce que j'aime bien ce concours du carré de jardinier. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, m'a toujours très interpellé. Comme d'ailleurs le concours à Chaumont-sur-Loire aussi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'avoue avoir téléchargé les dossiers, mais sans aller beaucoup plus loin. Tu as dû collaborer, tu l'as dit, avec Cheval Paysage. Comment ça s'est passé? Puisque toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu es un peu en chef d'orchestre. Mais comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même une grande entreprise. Comment vous avez fait ce partenariat sur le terrain, on va dire, quand vous étiez en train de réaliser sur le terrain? Ouais. Alors c'est vrai que c'était pour moi une chance, je vais pas dire inespérée, mais en tout cas c'était une superbe chance de pouvoir les rencontrer. Moi j'avais griffonné en gros une idée de projet, je savais à peu près dans quel axe je voulais y répondre, mais voilà, il me fallait un soutien, et donc du coup ce soutien je l'ai eu par un collègue finalement qui travaillait sur l'agence d'Alixan dans la Drôme qui m'a dit, mais écoute, on peut essayer d'organiser une réunion avec le directeur et on en discute. Et c'est vrai qu'on a eu cette réunion. Je pense qu'on partage du coup vraiment les mêmes valeurs au niveau du projet, de ce qu'on souhaitait montrer en termes on va dire, de démonstration positive du changement de la ville et des jardins en ville. Et du coup, comme on avait cette ambition commune, finalement, le reste s'est conjugué assez facilement. On allait regarder finalement ce qui était possible de faire en interne. On s'est fixé des budgets, on s'est fixé des lignes rouges à pas dépasser. On a
à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ont amendé le projet aussi en disant, attends, attends, ça, on pourrait peut-être aussi le faire comme ça, puis là, on a peut-être tel prestataire qui peut nous faire comme ça. Et donc finalement, il y a eu vraiment cette effusion, on va dire, d'idées et de travail vraiment de pair, et qui a permis justement de faire émerger le projet et surtout de le concrétiser. Et nous, ça a été, du coup, bah, je ne sais pas si tu veux aborder déjà la zone montage, mais en fait, on a Ouais, fait beaucoup de pré-montage. Donc il a fallu monopoliser beaucoup de place aussi dans les ateliers bah, pour pouvoir centraliser l'ensemble des fournitures. C'est comme l'équivalent de 3 semi-remorques. Il a fallu, voilà, donc, venir aussi profiter que bah, certains dépôts étaient vides en journée. Donc, du coup, pour pouvoir travailler, prémonter les éléments, Hmm. travailler la chaîne logistique, de se dire, mais comment on va gagner, parce qu'on n'a que 4 jours de montage. Ouais. 4 jours de montage à 5 personnes maximum. Donc, on commence à comptabiliser les heures, on fait des plannings de montage. Donc, c'est vraiment de la gestion de projet. Et puis tous les soirs, à 4h30, les gars commencent à rentrer. On disait, mince, vite, il faut qu'on leur redonne leur place. Donc hop, on repaletise, on re-range, on optimise l'espace. On va négocier la place. Est-ce que ce camion-là, il peut rester dehors ce soir exceptionnellement, histoire de ne pas avoir à trop bouger de matière. Et donc voilà, il y a eu ce travail. Et donc ce travail, il a été fait, bah oui, avec l'ensemble de l'équipe. Et donc, je dois les citer maintenant parce que c'est vraiment une équipe exceptionnelle. J'ai travaillé avec Kevin Terpan, Marc Bellaton, Alexis Noiry et Nina Berger, qui sont voilà, tous de chez Cheval, avec Benoît Lambré, qui est le directeur de chez Cheval Paysage. Et c'est avec eux, justement, qu'on a travaillé l'ensemble de ce projet. Mais aussi, alors je ne vais pas citer tout le monde, mais finalement, ça va du magasinier qui nous a permis de trouver des solutions, des peintures peut-être plus spéciales, qui nous a recommandé un transporteur et à l'ensemble des équipes qui ont aussi fait preuve bah, d'intérêt pour notre projet, de disponibilité pour accepter que de temps en temps, bah, les camions, ils n'étaient pas garés comme il fallait, etc. Et donc, enfin voilà, vraiment un travail de pair avec le soutien de tous. Et donc, on a fait ces nombreuses journées de pré-montage. Des journées où on allait chercher des croûtes d'enrobés sur des chantiers, on les a centralisées, nettoyées au Karcher, repalettisées. Enfin, c'était des petits trucs, mais finalement, bah, quand on mis bout à bout, on fait aussi la réussite de ce projet. Ouais, parce que c'est quand même un sacré défi. Alors, pour toi, tous les autres, ceux qui l'ont fait avant et ceux qui le feront après, c'est un sacré défi que d'arriver à sortir un jardin sympa, innovant, dans un si petit espace, dans un si petit espace de temps aussi, dans un laps de temps comme ça, avec les contraintes de personnel qu'il y a, avec c'est un boulot vraiment qui demande, bah, tu l'as dit, hein, une organisation, c'est impressionnant. Moi, à chaque fois, honnêtement, hein, je suis en admiration de voir ce que vous arrivez à faire dans le temps que vous arrivez à le faire. Alors, Alors, certains diront, ouais, il y a des imperfections, machin. Ouais, ok, il y mais en a, hein. ah ouais, il y en a. Mais alors, sortez-le dans le temps que c'est fait, quoi. C'est Non, c'est énorme. ça. Ce Mm. qui est assez drôle, c'est que quand on arrive, donc on a le top départ du régisseur qui nous dit à partir de là, le concours commence et vous y allez. Donc le nombre de personnes est contrôlé en même temps, en fait, pour pas pénaliser les autres équipes. Ça reste un concours. Et là, tu arrives dans un endroit qui est vide, quoi. C'est-à-dire que on te dit ton espace, il est là, entre les 4 morceaux de scotch, et ta porte d'entrée pour accéder au bâtiment, elle est là. Et là, c'est un aller-retour de transpalette, de chariot élévateur, de semi-équilibre. On essaie de pas se déranger entre nous. Toujours une entente hyper cordiale parce qu'en fait, on a beau être là pour le même titre, on reste tous des professionnels paysage avec un amour du métier, avec une envie de montrer aussi ce qu'on sait faire mais pas au détriment des autres. Et donc ça, c'est quand même assez chouette, c'est cette camaraderie finalement qui se crée assez vite entre les équipes et avec l'envie voilà, de rigoler. On fait des heures, de toute façon, on est tous dans le même bain, hein, on fait tous énormément d'heures. Souvent, on arrive en étant déjà un petit peu fatigué. Nous, pour l'anecdote, on devait se faire un super resto à la veille du montage en se disant, allez, hein, maintenant, on souffle, on a bien prémonté, notre chaîne logistique, elle est carrée, et on profite ce soir, on se fait un bon resto, on se couche tôt ce soir, et demain, on attaque. Et bien finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'on a, la veille du montage, un camion qui s'est renversé, enfin une remorque qui s'est renversée avec la cargaison des murs. Ouf. Et finalement, ça s'est transformé en gestion de crise. Les deux copains qui partent parce que tout le rond-point était bloqué, l'appel d'un prestataire pour essayer de dégager le rond-point, le rechargement des murs. Pendant 4 heures, ils y ont passé de nuit à essayer de charger des murs sans savoir si on allait réussir à les remonter le jour J, le lendemain.
Et finalement, ils sont arrivés, il était, je crois, minuit ou 1 heure du mat. Ils étaient déjà exténués. On s'est Ouais. couché comme ça et on s'est relevé à 5 heures parce qu'on n'arrivait pas à dormir et qu'il fallait attaquer la première journée de Ok. montage. Donc en fait, il y a une adrénaline Euh, qui est ouais. énorme, qui se mélange au fur et à mesure par la fatigue. Mm. Mais je sais pas comment dire. Je crois qu'on va repuiser dans des réserves des fois, moi j'avais sous-estimé pour moi-même aussi. On Mm. ne mesure pas toujours en fait à quel point l'adrénaline est un vecteur de motivation et du coup, on fait des choses grandioses, quoi. Donc, Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas vu le jardin de Vincent, allez sur Google ou allez chercher le jardin de Vincent et regardez les murs. Vous allez comprendre quand il dit les murs au milieu du rond-point, la douleur que ça a dû être. Parce que des et murs, surtout que c'était bien, il était bien, hein, il y avait du volume, quoi, il y avait du monde. c'est ça. Et en fait, on n'a pas voulu tricher, si tu veux. Nous, c'était une règle qu'on s'était fixée depuis le début, c'est que on a vendu un mur et on doit réaliser un vrai mur et on veut que les professionnels qui viennent visiter le jardin soient en train de s'interroger de ce matériau et de se dire, mais tiens, est-ce que moi, je peux réellement le mettre dans des conditions réelles en extérieur? Et donc, on s'est dit, on va pas faire un pastiche, quoi. On va pas faire un faux mur juste pour dire que c'est Jamais. soi-disant un mur acoustique. On voulait qu'il y ait cet effet acoustique. On voulait, en fait, que les bruits qui peuvent être générés par la ville bah, seraient les mêmes que les bruits qui sont générés par le salon. Ceux qui ont fait Ouais. Paysalia, comme tous les autres salons, c'est souvent assez bruyant. Mhm. Et du coup, on voulait vraiment créer cette bulle acoustique. Et pour ça, il fallait qu'on fasse des vrais murs en conditions réelles. Donc, ça a été toute la complexité de comment on monte un mur de 25 mètres de long par 3 mètres de haut en béton, en béton de chanvre, du coup, pour Ouais. l'occasion, en matériaux biosourcés et qu'il soit possible d'être mobile, du coup, d'être déplacé en camion. Sacré challenge. Exactement. Mais c'est vrai qu'on arrive, on dit, oh, ils ont osé monter un mur comme ça ici. C'est vrai que ça faisait. Exactement. Et on s'est surpris, voilà, ça a permis de surprendre les visiteurs. Et c'est vrai qu'en fin de première journée, on s'est dit, bon, bah, c'est chouette, on a monté un mur et on n'a pas tout à fait une structure bois et on a déjà mangé une journée complète, quoi. Donc là, on commence à baliser un peu. C'est clair. Euh, alors, je crois que je veux pas dire de bêtises, mais il y avait le carré des jardiniers, il vient d'être réouvert il y a pas longtemps. Alors, on enregistre, on est mi-décembre. Je sais pas quand c'est la clôture, si Alors, je ne vais jamais il y pas en a qui. te dire de bêtises et je te donnerai pas la date, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui en décembre, les candidatures, elles sont encore ouvertes. La nouvelle thématique, elle a été diffusée enfin mi-novembre, je crois. Ouais. Et donc, du coup, oui, oui, si l'aventure vous tente et que vous avez des idées et que vous avez envie de montrer et faire aussi un travail de cohésion d'équipe, hein, parce que c'est un gros, gros Ouais, travail je trouve, une grosse opportunité pour justement faire de la cohésion d'équipe. C'est un beau challenge à relever ensemble. carrément. Et du coup, d'une manière générale, parce que on prend bien que dans le carré des jardiniers, on va essayer de travailler pour le futur, en tout cas pour inspirer, pour donner un axe de réflexion et titiller l'esprit de chacun. Toi, comment tu vois l'évolution avec, bah, justement, il y a le réchauffement climatique ou le changement climatique. On a aussi un mode de consommation qui est différent, qu'on voit évoluer avec bah, tout ce qui va être recyclage. On voit de plus en plus de gens qui vont plutôt faire des ressourceries, des vides-greniers, qui vont être. Ben, on voit l'explosion rien que de Vinted ou du Bon Coin voilà, on voit bien que ça évolue. On voit aussi des marques qui n'en faisaient pas, qui font du reconditionné, qui font ce genre de choses. Donc on sent qu'il y a une évolution des modes de consommation. Et en plus, vient se rajouter dessus ce changement climatique. Comment tu vois, toi, l'avenir du jardin? Et puis j'ai oublié aussi, pour aller jusqu'au bout du bout, on a aussi l'intelligence artificielle et on a aussi la robotisation qui arrive et qui est déjà en place pour certaines parties de robotisation, mais qui va se développer. L'intelligence artificielle, ce qui était vrai il y a 3 mois, c'est du Moyen Âge, donc on voit à quelle vitesse ça va. Comment est-ce que toi t'appréhendes ça? Comment tu vois l'évolution pour les paysagistes dans les prochaines années? Bon, j'ai pas d'inquiétude parce que je pense qu'on fait partie de la solution. Nous, professionnels du paysage, on est probablement un des acteurs les plus importants pour les jardins de demain et pour faire en sorte finalement que
nos espaces soient non pas seulement agréables à vivre, mais participent justement à réaccroître le taux de biodiversité, à réinfiltrer les eaux pluviales dans les milieux qu'on a anthropisés. Et donc, du coup, on fait vraiment partie de la solution. Donc, je crois que le message positif, c'est finalement, vous êtes paysagiste aujourd'hui, eh ben, vous êtes vraiment à la bonne place. Mm. Par contre, est-ce que vous avez le bon discours? Ça, voilà, c'est à vous de vous questionner, de voir est-ce que vous militez plutôt dans le sens d'un développement on va dire, de la gestion in situ des eaux pluviales, accroître la biodiversité, donc plutôt en faveur du vivant, ou est-ce que vos interventions, elles sont plutôt un effet négatif? Euh, Ça, c'est le premier point. Donc, je dirais, moi, je trouve vraiment un message positif en disant que aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Euh, on est de plus en plus écouté. Donc, ça, c'est quand même plutôt encourageant. Et par rapport aux outils que sont l'intelligence artificielle ou la robotique, je crois qu'il faut les considérer comme des outils. C'est-à-dire qu'un outil, il est ni bon ni mauvais, il dépend de ce qu'on en fait. Donc, si on reprend l'exemple de la réalisation d'un chantier, aujourd'hui, on ne fait pas du terrassement comme on en faisait hier, quoi. Donc, on a des outils qui nous ont permis d'améliorer finalement ces tâches-là. Et quand elles participent justement à avoir des tâches qui sont moins physiques pour les corps, qui usent moins les corps au bout de quelques années d'expérience, eh ben, je crois qu'on va plutôt dans le bon sens. Ça reste le métier de paysagiste, c'est un métier qui est très dur, hein, qui demande beaucoup de compétences, qu'on a probablement considéré à tort comme un métier un peu simple, c'est-à-dire qu'on creuse un trou, on met une plante et puis elle se débrouille, et pour laquelle on redécouvre la complexité. Parce que pour faire un jardin, il faut certes un terrain, mais il faut le connaître. Il faut une plante au milieu qui va dépendre de son sol, mais qui va dépendre aussi du climat. Et donc, du coup, toute cette complexité-là, on la redécouvre aujourd'hui et elle va devoir, je pense, être réapprise par certains ou apprise tout court. Et elle va surtout devoir être retravaillée parce que moi-même, je me forme tous les jours, moi-même, j'apprends tous les jours et j'essaie de faire en sorte que les jardins que je crée aujourd'hui soient bien meilleurs que les jardins que j'ai créés hier. Et je pense que si on se met dans cette quête d'amélioration constante et de se dire, j'ai un bagage, quel qu'il soit au départ, c'est pas le niveau d'études qui fait la compétence, hein, je le redis souvent, mais on a un bagage au départ et après on essaye de, par intérêt, par passion, par curiosité, d'accroître ce niveau de compétence. Et je crois que si on se met dans cette quête-là, finalement on est dans la bonne voie et on participe du coup à sa manière à rendre les aménagements paysagers plus vivants et plus responsables. C'était le mot de la fin parce que c'est très inspirant et que ça donne envie. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Merci beaucoup pour ta disponibilité. J'espère que avec ton partage d'expérience, t'as donné envie d'aller creuser, d'aller chercher plus loin, d'apprendre. Ça, c'est un truc phénoménal, l'apprentissage. Soyez toujours ouverts. C'est ce que tu partages. Et ça, Mm. je trouve aussi que je te rejoins parce que vraiment, je trouve que c'est essentiel. Merci beaucoup pour ton inspiration, par ce que tu fais et par ce que tu as partagé aujourd'hui. Si certains veulent te retrouver, où c'est qu'on peut te retrouver? Tu as un site internet, je crois. Site internet, je suis le plus réactif, c'est plutôt sur LinkedIn. Hmm. Donc, si vous voulez échanger, partager, ce sera plutôt via LinkedIn. Et puis, sinon, par mail, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Joël. À À bientôt, au bientôt. revoir et merci à tous pour votre fidélité au podcast. À la semaine prochaine.